Bonsoir, good evening. Bonsoir Alexander, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine, l'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. Une semaine ponctuée par l'actualité sportive et la Roca Team qui impressionne en play-off d'Euroleague avant d'attaquer 2 matchs à domicile. Nous avons également parlé du e-prix de Monaco qui ouvre la saison automobile en principauté, du football et l'AS Monaco qui peut continuer de rêver à l'Europe. Diplomatie, économie, patrimoine auront également été à l'ordre du jour dans nos différents JT. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Véronique Rodriguez. Ça fait un match pour apprendre et puis après il y a peut-être un match à gagner. Tous les joueurs sur lesquels Monaco s'appuie sur ces dernières semaines, ils ont tous été un petit peu en difficulté. Après, il y a quand même des bonnes choses à retirer. Ils étaient en place au début et peut-être même d'ailleurs que le fait d'avoir mené quasiment trop facilement dès le début du match, c'est jamais bon. Parce que vous arrivez avec une série de victoires, vous êtes un peu sur un nuage, et vous arrivez à éteindre tout de suite le feu qui est dans la salle avec tous ces supporters fous furieux. Vous laissez Olympiakos marquer seulement 8 points dans le premier quart-temps, et peut-être qu'inconsciemment vous vous dites c'est bon. Et derrière, le retour du bâton, il est aussi terrible. Mais au-delà de ça, je pense que Olympiakos n'a pas montré tant de choses que ça et il reste un coup à jouer. Pour la première fois de l'histoire de la Formule 1, c'est la 2e année consécutive qu'on vit en principauté. C'est une chose exceptionnelle pour le championnat. Je pense que c'est une belle marque par rapport au fait que le championnat évolue. Que l'année dernière, on a eu vraiment un spectacle assez incroyable dans les rues de la principauté. Et du coup, on revient directement cette année-ci. Pour nous, c'est exceptionnel parce que c'est 2 courses à domicile. C'est un week-end qui est très chargé, forcément sur le plan émotionnel parce qu'on est à domicile et il faut justement essayer de pas se prendre les pieds dans le tapis par rapport à ça et vraiment aborder ça par rapport à l'écurie de course comme un week-end normal. Par contre, c'est vrai qu'au niveau médiatique, au niveau de nos partenaires et ainsi de suite, c'est un week-end qui est très très chargé. Tout le monde arrive très tôt et le week-end va commencer pour nous déjà mercredi. It's not more pressure, but you always love these games. I had these derbies also in Germany, and these are special games, and I'm loving these special games. Yes, the start was not easy, but maybe not so hard and not so worst as everyone said. Now it's getting better and better, and I'm feeling very comfortable here with the team, and we have a good connection now. Yes, it's always difficult after changing the coach. But I think he's doing a very good job and we are getting better and better together. You see the result now on the pitch and yeah, I like the training, I like the work we do together and yes. 1997, lors de la commémoration des 700 ans de la dynastie des Grimaldi, il y a eu 3 événements marquants pour la sûreté publique. Le premier, c'est qu'à la demande du prince Régnier III, Madame Charlotte Casiraghi est devenue la marraine de la sûreté publique, ce dont nous sommes très fiers et très honorés. Nous avons eu ensuite un saint patron qui est Saint-Georges. Et enfin, nous avons eu une devise qui est liée d'ailleurs à l'action de ce saint patron, Saint-Georges, puisque Saint-Georges, c'est le combat du mal et du bien, et la victoire du bien sur le mal, bien sûr. Nous avons une devise, loyauté, vigilance et courage. Fides diligentia virtus. C'est le prince Albert Ier, le 23 juin 1902, qui crée la nouvelle direction de la sûreté publique, abandonnant, comme nous l'avons évoqué, la direction de la police. Donc effectivement, le prince Albert Ier a eu un rôle fondamental, prépondérant dans cette nouvelle police, si on peut l'appeler comme ça. Je crois qu'il faut être optimiste. Oui, le week-end de Pâques a été positif. On a eu une affluence, on va dire, quasiment normale par rapport à l'année 2019. Beaucoup de gens sont venus évidemment de toute l'Europe. On a eu en grande partie des Français. On a eu beaucoup de Grecs, qui est une nouvelle clientèle monégasque. On a eu pas mal de Suisses. Donc on peut dire que c'était très optimiste et espérons que ça va continuer. Alors c'est vrai qu'on a une nouvelle clientèle plus renforcée. On a une clientèle vraiment d'Européens qui se renforce en principauté. Tous les pays asiatiques, et vous le comprendrez facilement, ne peuvent toujours pas
venir, ne peuvent toujours pas se déplacer facilement. Donc on a une nouvelle clientèle qui retrouve notre pays, qui reviennent voir un petit peu près de chez eux ce qui se passe, et c'est très bien pour Monaco. Vous savez que nous vivons une année particulièrement exceptionnelle compte tenu des événements qui sont survenus depuis le mois de février dernier. Et donc bien évidemment, nous avons évoqué en priorité la situation en Ukraine, où nous avons eu des échanges fort intéressants entre les ambassadeurs et le département sur le ressenti de chaque ambassadeur dans son pays d'accréditation ou bien auprès des organisations internationales où ils sont accrédités. Et ça nous a permis un petit peu justement de faire le point sur la situation en Ukraine et sur la façon dont chaque pays réagit face à cette guerre. Nous avons eu le plaisir d'entendre Jean Castellini hier qui nous a parlé des sanctions qui sont suivies par Monaco à la suite donc, de la guerre en Ukraine. Et nous avons eu également M. Robineau et Mme Lumida Racona-Le Goff qui nous a présenté le système de e-santé qui est mis en place là encore dans le cadre de la transformation numérique de la principauté. Donc vous voyez, il y a des échanges entre ambassadeurs, mais pas seulement, également avec les membres du gouvernement, et ça nous y tenons beaucoup. La cité de Monaco s'est construite autour de l'eau. Et donc, comme vous dites, il y a plusieurs marqueurs qui sont toujours bien visibles ou qui existent toujours. À savoir, peut-être le plus beau, que tout le monde ne connaît pas, c'est évidemment la citerne du palais, qui est sous la cour d'honneur. Mais il y a aussi, notamment à la Condamine, beaucoup de puits qui montrent à quel point cette ressource, elle a été essentielle au développement de Monaco. C'est pas au hasard qu'ils ont mis le lavoir à côté du musée océanographique, c'est tout simplement, on est sous l'actuelle terrasse des prisons, qui était en fait la citerne dite du souterrain. Et donc c'était le trop-plein de cette citerne qui servait justement aux buandières qui lavaient le linge donc, à cet endroit-là. Donc c'est légèrement excentré du village, mais ça donnait, c'était un lieu qui permettait d'avoir de l'eau renouvelée, de l'eau claire. Beaucoup de gens l'ignorent, mais il y a encore des sources qui sont bien exploitées aujourd'hui. Alors finalement, la plus célèbre peut-être bientôt sera la source de Testimoniaux, puisque comme vous savez, il y a des opérations immobilières qui portent son nom. Cette source, elle était à cet endroit-là, donc à la frontière avec la France du côté du Vallon-Saint-Roman. On lui a apporté beaucoup d'attention pour ne pas la perdre. Finalement, les travaux ils ont été faits et cette source, on n'a pas perdu de volume, mais elle a été détournée sur la source qui est à côté, qui s'appelle la source Marie. Donc ça, c'est un exemple. Après, vous avez évidemment, peut-être la plus belle, c'est la source du Larvoto, la source Vaulabelle. Donc, qui est donc sous les immeubles de la principauté au niveau, on y rentre par la société monégasque des eaux, c'est au niveau de la plage du Larvoto. Et donc, dans une grotte concrétionnée, c'est une nappe d'eau qui est également exploitée pour la consommation en eau de la principauté. Il y avait à l'époque, dans l'Antiquité, un port à Monaco, le port Hercule. À cette époque-là, il n'y avait rien à la Turbie, du moins pas de trophée. Et il restait, après la conquête que César avait faite d'une partie des peuples gaulois, quelques peuples gaulois soumis dans le sud des Alpes, qui contrariaient Rome et qui empêchaient ses projets d'expansion, notamment en termes de commerce vis-à-vis de l'Espagne et du sud de la Gaule. Alors Auguste a réglé ça, a soumis ses 45 derniers peuples, et puis fort de cette pacification, il a pu ouvrir une nouvelle voie terrestre, la Via Julia Augusta, et le Sénat en -7-6 pour commémorer à la fois la pacification, la victoire d'Auguste et l'ouverture de cette voie a fait ériger à la Turbie, au-dessus de Monaco et donc de ce port Hercule, qui devait également abriter un temple à Hercule, a fait ériger ce trophée. Un sanctuaire, on n'y rend pas de culte, c'est plutôt une commémoration, en effet, et c'est un geste fort, puisqu'on se situe dans un endroit très stratégique, à la limite entre ce qu'on appelle à l'époque la Gaule cisalpine, du côté de Rome, et la Gaule transalpine, de l'autre côté des Alpes. Et ce trophée, il a vécu et subi une histoire très longue. Donc depuis -7-6, il a traversé l'Antiquité, il a été entretenu, de même que la voie, il a été entretenu par
par l'empereur Adrien, puis par Caracalla. Et c'est à la fin de l'Antiquité que les choses se compliquent, avec notamment les moines de l'abbaye de Lérins qui s'attaquent à un symbole païen. Donc on commence à le démanteler. On récupère un certain nombre de pierres, et puis au cours du Moyen-Âge, au contraire, on rajoute des pierres, on le fortifie, et ça devient une place forte. Et puis, les choses auraient pu en rester là, mais cette place forte des ducs de Savoie a passablement contrarié Louis XIV. Et en 1705, Louis XIV décide de détruire la place forte et la fait dynamiter. On en voit d'ailleurs un petit peu les dégâts derrière moi. On est sur la partie qui n'a pas subi la plus grosse part de restauration. Au XIXe siècle, on commence à s'y intéresser un petit peu, on pose les premiers actes de recherche, et puis c'est surtout au tout début du XXe siècle où Jean-Camille Formigé, puis son fils, après la Première Guerre mondiale, Jules Formigé, s'emploient à étudier, donc ils font des fouilles, ils essayent de restituer la forme initiale du monument, et puis l'un puis l'autre en reconstruisent une partie. Les monuments sont des lieux de vie qu'on anime, dans lesquels on accueille des événements qui sont des événements culturels, mais également des événements artistiques. Et l'objectif, il est évidemment de conserver ces monuments pour les transmettre aux générations futures, mais surtout de les partager dans le présent et de contribuer à l'éducation artistique et culturelle auprès du jeune public qui seront les citoyens de demain. Voilà donc pour les meilleurs moments du JT de cette semaine. Avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur Internet pour le best-of des réseaux sociaux. Il est proposé ce soir par Alexandra Salustri. The sun rolling high through the sapphire sky keeps great and small on the endless run. It's the circle of life, and it moves us to the beat, some to the beat, M to the beat, some to the beat, some to the beat, bang. यह माया करती घात आत्म भीतर समझात मूर्ख ना समझे बात है ईश्वर तेरे साथ काहे मनवा घबरात. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.